Bonjour à tous, et merci d'être venus aussi nombreux. Je suis Dorothée Rouzet, chef économiste de la Direction générale du Trésor. Et aujourd'hui, je vais avoir le plaisir d'animer cette table ronde sur quelle place pour l'Europe dans la course aux technologies de rupture avec les États-Unis et la Chine. Alors pourquoi les technologies de rupture? Qu'est-ce que les technologies de rupture d'abord? C'est de manière assez générale des technologies, des innovations assez fondamentales qui ont le potentiel de générer beaucoup d'autres innovations, des gains de productivité, des emplois, des nouveaux secteurs à l'export, des produits, des services nouveaux. Donc on peut penser à évidemment l'intelligence artificielle générative, mais aussi des technologies comme l'ARN messager dans le domaine de la santé, des technologies qui vont être clés pour la transition écologique comme l'hydrogène propre, comme la capture et le stockage de carbone, etc. etc. Et donc c'est des innovations assez fondamentales pour la prospérité économique future. Et pourquoi en parler maintenant? Parce qu'on se situe aussi à un moment où on a en quelque sorte une nouvelle donne, d'une part avec un décrochage économique qui ne date pas d'hier, hein, mais de l'Europe par rapport aux États-Unis notamment, en termes de croissance, en termes de productivité. Depuis 20 ou 30 ans, l'Europe va moins vite que les États-Unis. La Chine a aussi évidemment émergé. Et puis une nouvelle donne avec le renouveau des rivalités géopolitiques accrues qui se traduit aussi dans des domaines de politique industrielle, avec un renouveau des politiques industrielles, beaucoup plus d'interventionnisme et de mesures protectionnistes, à la fois du côté chinois, mais aussi du côté américain avec l'Inflation Reduction Act. Donc on va se poser la question à la fois de comment se positionne vraiment l'Europe sur ces technologies de rupture. Est-ce que c'est différent selon les secteurs? Quelle est l'ampleur du retard? Comment le rattraper? Avec nos quatre intervenants. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Sarah Guillou, directrice du département Innovation et Concurrence, co-responsable du pôle politique publique et compétitivité des entreprises à l'EFCE. Éric Hazan, directeur associé senior chez McKinsey et compagnie. André Losgroup-Pietri, président de la Joint European Disruptive Initiative. Et Marianne Tordeux-Bitker, directrice affaires publiques de France Digital et conseillère au CESE à la Commission économie et finances. Donc peut-être pour commencer, dans un premier temps, on va se poser la question du constat, c'est-à-dire comment appréciez-vous, chacun ayant des perspectives assez complémentaires, le degré de retard européen sur ces innovations de rupture, par quels facteurs et obstacles vous l'expliquez? Est-ce que c'est différent selon les secteurs? Y a-t-il, selon vous, des segments ou des industries innovantes où, au contraire, l'Europe est ou peut être bien positionnée? Peut-être en commençant par Sarah, d'un point de vue plus macro, en fait, comment quantifiez-vous le retard européen, notamment par rapport aux États-Unis? Quelles explications y voyez-vous? Alors, juste une note positive, peut-être pour commencer. D'abord, merci d'être là. Excusez-moi pour ceux à qui je tourne le dos. La note positive, c'est de dire que quand vous parlez d'innovation de rupture, Dorothée, ça veut dire que ce sont celles qui vont faire les marchés de demain. Et donc, rien ne préjuge que l'Europe ne soit pas présente dans les marchés de demain. Donc, il y a une certaine incertitude quand on parle d'innovation de rupture. Ceci étant dit, pour faire les innovations de rupture, il faut avoir investi aujourd'hui. Alors, la question est de savoir si l'Europe investit assez relativement aux États-Unis et à la Chine. Alors, si on veut un peu positionner l'Europe relativement à la Chine et aux États-Unis en termes de capacité d'innovation, c'est clair que l'Europe est positionnée dans les vieilles industries. Elle reste encore avec une spécialisation qui est ancrée dans le XXe siècle avec la chimie, la pharmacie, l'automobile, l'aérospatial, le spatial, les énergies, l'agriculture. Donc ça reste quand même l'ancrage de la spécialisation industrielle européenne. Et elle n'a pas passé aussi rapidement le cap d'entrer dans les spécialisations du XXIe siècle autour de l'économie numérique qui porte sur la microélectronique, les économies de plateforme et aussi toutes les technologies computationnelles. Donc, de l'autre côté, vous avez la Chine qui non seulement est devenue l'usine du monde, mais en plus a décidé d'être extrêmement proactive dans justement cette spécialisation du XXIe siècle des technologies numériques. Et puis vous avez les États-Unis qui, eux, n'ont pas cessé d'investir. Et comme on est dans des modèles économiques où vous avez des économies d'échelle importantes, des économies d'apprentissage très importantes, quand vous êtes parti le premier, vous avez un avantage qui se cumule. Donc en fait, la course technologique, elle s'accélère.
et c'est vrai pour les innovations de rupture. Et l'Europe, hein, depuis l'agenda de Lisbonne, qui date de 2000, qui avait décidé de faire de l'Europe à l'endroit du monde la plus haut placée, la plus en avance dans la question de la recherche et développement et des innovations, eh bien l'Europe, elle court elle court un peu derrière et elle commence à s'essouffler. Alors elle a les moyens, donc on en reparlera, j'imagine tout à l'heure, elle a les moyens de revenir dans la course, mais c'est très important qu'elle soit sur ce podium des innovations de rupture parce que ça va déterminer effectivement son niveau de vie de demain, sa qualité de vie aussi, parce que dans les innovations, il y a aussi quelque chose qui est propre à la nature de la croissance, mais aussi sa position politique, parce qu'aujourd'hui, les technologies, ça devient aussi un enjeu géopolitique et aussi d'influence de l'ordre économique mondial, d'influence de nos vies au quotidien. Donc l'importance que l'Europe fasse les investissements est primordiale d'un point de vue économique, sociétal, mais aussi politique. Donc oui, l'Europe s'essouffle un peu derrière les États-Unis et la Chine en termes d'innovation de rupture parce qu'elle a un défaut d'investissement relativement à ces deux autres pays. Alors, est-ce que je développe ou est-ce qu'on en reparle après? Une petite minute encore. Donc oui, l'Europe, alors je vous l'ai dit, elle a une spécialisation qui est plus ancrée dans le XXe siècle que le XXIe. Cependant, elle est quand même présente dans toutes les spécialisations numériques. L'Europe, elle ne domine pas, mais elle est présente. Donc on voit en retrait, on voit son retrait et sa position derrière quand on regarde les statistiques de publication, de brevets. Mais le problème, c'est son défaut, enfin en tout cas son moindre investissement dans ce qu'on va appeler les actifs immatériels. Les actifs immatériels, c'est la recherche et développement, les brevets, les bases de données, les logiciels, mais aussi la formation, les innovations organisationnelles. Et elle investit moins que les États-Unis. Et alors, elle peut un peu concurrencer plus facilement la Chine, qui est quand même une économie qui est partie après les États-Unis dans cette inscription dans l'économie numérique. Mais par rapport aux États-Unis, on a 352 milliards, par exemple, de recherche et développement. C'est quasi le double aux États-Unis. Donc, on a un défaut d'investissement et le rattrapage ne se passera que si on fait cet effort supplémentaire d'investissement. Et le défaut d'investissement, il est surtout dans le privé, bien plus que dans la recherche publique. La recherche publique en Europe, elle est très dynamique, il y a beaucoup de soutien. Vous savez que l'Europe, c'est un modèle social où on a une partie de l'éducation qui est publique, la recherche est publique, se porte plutôt bien, même si il faut continuer les efforts qui sont faits. Mais en recherche privée, on a des très très grandes entreprises aux États-Unis qui font des efforts massifs de recherche et développement dans l'économie numérique qu'on n'a pas forcément en Europe. Donc il y a une nécessité d'investir dans la recherche et développement privé et tous les autres actifs immatériels pour pouvoir accélérer la présence de l'Europe dans la course technologique. Merci. Eric Cazan, du coup, est-ce que vous partagez ce constat ou est-ce que dans l'ensemble des secteurs haute technologie qui vont être cruciaux pour la compétitivité, vous voyez plutôt le retard généralisé à l'allumage ou le verre à moitié plein? Alors, je partage pleinement ce constat. On a un peu oublié finalement que l'Europe faisait la course en tête en termes de croissance jusque dans les années 2010 et que ça fait une quinzaine d'années qu'on a une croissance qui est 2 fois inférieure à celle des États-Unis. Donc on a oublié ce point-là, mais on a su déployer les technologies et finalement, jusqu'à une période relativement récente, se développer à une vitesse relativement rapide, collectivement. Ce que disait Sarah est particulièrement important. Effectivement, on investit en Europe plus de 40% de moins que les États-Unis en termes de R&D. Et si on parle d'IA, qui est l'intelligence artificielle, qui est quand même une des deep tech, une des technologies de rupture importante qu'on a, je dirais tous, dans cette discussion un petit peu de manière implicite, 75% des investissements privés sont réalisés aux États-Unis. Donc on voit bien qu'il y a un déficit important. Et puis quand on se place du côté des technologies de rupture, on est en retard. On est en retard en termes d'investissement. Alors, on n'est pas en retard en termes de capital humain, on n'est pas en retard en termes d'innovation, mais, et on va y revenir, mais une partie de ce capital humain s'en va de l'Europe, et puis une partie de ce capital humain n'est pas transformée dans de l'innovation et de l'investissement. Voilà. Donc, il y a ce paradoxe. Je pense que la recherche
européenne, même si on n'a que 22% des PhD d'informatique et d'intelligence artificielle en Europe, dans le monde, par rapport aux États-Unis qui en ont à peu près 2 fois plus. Globalement, néanmoins, on a une très bonne qualité de chercheurs, une très bonne qualité de recherche, mais on ne convertit pas. Voilà, il y a plein de raisons à ça. Alors pourtant, et je pense que la presse est pleine de cela à juste raison, pourtant on a beaucoup augmenté le nombre de licornes, le secteur du digital s'est beaucoup développé dans les dernières années, c'est extrêmement positif, mais néanmoins on a ce retard, et quand on regarde, on a fait une étude sur la capitalisation boursière des entreprises américaines par rapport aux entreprises européennes, les grandes entreprises, on s'aperçoit que globalement les grandes entreprises européennes ont une capitalisation, ont cumulé une capitalisation boursière qui est 2 fois moins importante que les grandes entreprises américaines. Quand on regarde, c'est beaucoup la pénétration et l'utilisation de la technologie qui joue. Il s'agit de 10 technologies. Sur 8 de ces 10 technologies, l'Europe est en retard. Le cloud, la mobilité, le digital au sens large, etc. Et comme le disait Sarah, c'est un retard qui est dû à l'utilisation de ces technologies et l'investissement dans ces technologies par les entreprises. Donc finalement, c'est du côté des entreprises qu'il faut se tourner pour accélérer la pénétration et l'usage de ces entreprises, de ces technologies. On sait bien que le leadership économique dans une learning economy, dans une économie finalement où la technologie joue un rôle important, il vient de finalement 2 choses, le capital humain et la technologie, l'usage de la technologie à court terme et la création de la technologie à moyen terme. Donc globalement en Europe, on a un bon capital humain, on a une utilisation de la technologie insuffisante dans les entreprises et une création de la technologie, une participation à la création de la technologie mondiale qui est insuffisante. Alors il y a plein de sujets d'espoir, mais on en parle tout à l'heure. Merci. Alors, je vais me tourner vers André. Vous êtes très engagé avec JEDI pour que l'Europe retrouve un leadership en termes d'innovation de rupture. Donc, selon-vous, vu des acteurs de la technologie et de l'innovation, où en sommes-nous ? Bonjour à tous, bonjour Dorothée, merci de m'avoir invité. Alors juste une toute petite page de pub parce que JEDI ne veut pas forcément dire grand-chose à beaucoup de gens, ou au contraire ça évoque. Nous sommes un organisme de recherche, donc on finance des équipes de recherche, des startups, des grands groupes et des centres de recherche qui travaillent sur des sujets d'innovation de rupture. Trop risqués ou trop long terme pour le secteur privé. En bon français, on appelle ça des moonshots. Alors j'ai envie de rebondir sur ce que disait Sarah. Là, je crois que la situation est à la fois pire et meilleur que prévu. Meilleur, je donne un chiffre, moi je suis assez quantitatif, le milliard d'euros, enfin de dollars, qu'a investi Microsoft dans OpenAI, qui était une fondation au début, qui est toujours une fondation, ceux qui ont développé ChatGPT, s'est transformé 5 ans après, alors il y a eu quelques investissements supplémentaires, en 1000 milliards d'euros de capitalisation boursière supplémentaire pour Microsoft. Assez directement. Je ne sais pas si la situation qui est pire. Donc ça veut dire que si vous investissez sur le coup d'après, et non pas ce que les Européens ont essayé de faire vainement depuis 15 ans, c'est-à-dire de faire la peau de Google en faisant finalement un équivalent au moteur de recherche par mots-clés, mais en travaillant sur la recherche par prompt, par question, en langage naturel, finalement vous êtes capable de radicalement changer la donne. Et c'est pour ça que ces technologies de rupture sont importantes, doublement importantes pour les Européens. 1, pour repasser en tête puisqu'on est en retard, et 2, pour construire le monde de demain. Donc ça, c'est la version positive. La version négative, c'est tous les domaines. Je pense qu'on vit, alors parfois on m'accuse d'être pessimiste, je pense qu'il faut surtout être réaliste. Si on veut prendre les bonnes décisions pour la suite, il faut surtout poser les bons constats. Dans le cloud, on est passé de 30 à 15% de part de marché mondial entre 2017 et 2022. Dans l'espace, qui est vraiment fondamental, vous utilisez entre 50 et 100 fois par jour un système de géolocalisation spatiale avec votre smartphone. L'année dernière, SpaceX a lancé 97 fusées quand l'Europe en a lancé 2. Donc on n'est plus dans les ordres de grandeur, on n'est plus dans le pourcentage, on est dans les ordres de grandeur. NVIDIA, une autre société qui produit ces fameux GPU, ces accélérateurs, on appelle les accélérateurs IA, donc les semi-conducteurs utilisés pour entraîner les grands modèles d'IA, aujourd'hui à 80% de part de marché mondial. Le GENSI, qui est notre grande installation qui met en commun les supercalculateurs français, qui est une filiale du CEA, du CNRS, le grand équipement national du calcul intensif, sur le plateau de Saclay, vient de récupérer, je crois, entre 4000 et 6000 GPU. Mark Zuckerberg, il y a 6 mois, fièrement annoncé qu'il a mis la main sur 350 000.
Donc je pense qu'on est complètement dans l'illusion complète qu'on est en train de faire les bonnes choses. Et beaucoup de respect pour France Digital, la French Tech, etc. Mais j'ai envie de dire qu'on est en permanence en train de faire des commissions, des rapports. Le dernier, le rapport sur l'IA, très bien, composé de gens très intéressants, mais qui n'apportent absolument rien par rapport au rapport de 2018 de Cédric Villani. En fait, on a l'impression que chaque fois qu'on a un problème, au lieu de l'affronter bille en tête, mais on crée une commission, on refait 150 pages de rapport, on réauditionne 200 personnes, et ensuite, on l'oublie, on le met. Donc on a peut-être sur quelques pistes, je pense qu'on va en discuter de ça, on a un vrai sujet de méthode. Et ça, c'est là je m'inscris un tout petit peu en faux, on a beaucoup entendu que c'est un problème d'argent, surtout dans ça va t'intéresser Dorothée, dans un moment où la France est un peu désargentée, ce n'est pas un problème uniquement d'argent. Je donne un exemple, la DARPA, qui est cette agence dont on s'inspire d'innovation de rupture américaine, qui est à l'origine du GPS, de l'Internet, etc., depuis 65 ans, 58 après le choc Spoutnik, a mis sur la table 60 milliards d'euros. L'Union européenne, juste la couche, c'est une compétence partagée, la recherche et le développement entre les États et l'Union européenne, a mis depuis 1984 250 milliards d'euros, c'est-à-dire quasiment 5 fois plus. Qu'est-ce qu'il en est sorti ? Trouvez-moi un leadership technologique, un secteur sur lequel on est leader. Point numéro 1. Point numéro 2, l'analyse. C'est-à-dire que, et là, désolé, ça va être peut-être un petit peu direct, je vais peut-être plus être invité rue du Faubourg Saint-Honoré, le président vient d'annoncer sur les lanceurs spatiaux un soutien aux micro-lanceurs. Mais a-t-on regardé la télévision il y a 10 jours ? Il y a 10 jours, le même Elon Musk vient de lancer Starship. Starship, c'est la super grande fusée qui va emporter 50 à 100 tonnes en orbite. Quand vous emportez 100 tonnes en orbite, finalement, le business model de l'espace depuis 60 ans, qui était de réduire la taille, pour la mettre sous une coiffe d'une fusée, ou réduire le poids, on est en train de changer totalement de paradigme. Le sujet du poids sera beaucoup moins important. Et donc les micro-lanceurs vont être cantonnés à des micro-marchés. Donc on n'est pas juste en train de combattre le combat d'hier, on est le combat d'aujourd'hui, on est en train de combattre le combat d'hier. Donc l'argent qu'on y met, je pense, va être perdu. Troisième chose, au lieu de mettre des priorités, et ça tu le disais Eric, sur quelques sujets, et on sait qu'il y a quelques sujets qui sont plus importants que d'autres, parce que ce n'est pas juste un sujet économique, mais c'est aussi un sujet politique, c'est-à-dire que ce soit l'importance des réseaux sociaux sur la formation des opinions politiques aujourd'hui dans nos démocraties, que ce soit l'IA qui est en train de changer le travail, que ce soit l'espace qui est un sujet stratégique, environnemental, c'est de l'espace qu'on voit tout ce qui se passe sur notre planète et les dégradations sur l'environnement, eh bien, on continue à saupoudrer sur les fameux 250 milliards d'euros dont je vous ai parlé au niveau de l'Union européenne, c'est 220 000 projets financés. Alors ça fait plaisir à tout le monde, c'est pour ça qu'en fait il y a assez peu de critiques, parce qu'on saupoudre. Mais où sont les priorités ? Gouverner, paraît-il, c'est choisir, on ne sait pas le faire. France 2030, initialement, devait être une stratégie, le président l'avait dit, où on se concentre sur quelques priorités. Aujourd'hui, on annonce des projets France 2030 3 ou 4 fois par semaine. Ce n'est pas ce que j'appelle des priorités. Malheureusement, ces 54 milliards d'euros qu'on met dans ce programme très ambitieux risquent également d'être perdus. Merci. Alors, je vais me tourner vers Marianne, et ensuite je vous donnerai évidemment une occasion de réagir les uns aux autres. Marianne Tordeux, vous vous êtes particulièrement intéressée à la position de l'Union européenne sur la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle, donc sur ce sujet qui cristallise évidemment beaucoup d'attention et sur les autres. Quelle est votre analyse du coup sur le retard européen et peut-être les segments où l'Europe est plus dans la course ? Moi, je serais en fait beaucoup plus positive. Je suis un peu troublée du discours parce que la réalité, c'est que d'abord, il y a la France, ensuite, il y a l'Europe. Donc, c'est des pays qui sont tous très différents. On n'est pas tous avec une capacité d'investissement de 54 milliards avec France 2030. Quand on va en Bulgarie, quand on va au Portugal, l'Europe, c'est ça. C'est une multiplicité de pays qui n'ont pas tous le même développement économique, qui n'ont pas tous la même capacité d'investissement. Donc, regardons quand même déjà ce qui fonctionne bien en France. Moi, je suis convaincue qu'en France et en Europe, on n'est pas relégué à la Ligue 2,
on peut être en Ligue 1 et on peut même être en Champions League. Et on peut la gagner, en fait. Et c'est là où moi, je vois que oui, dans la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle, oui, il y a NVIDIA. Oui, il y a Microsoft qui est présent en intégration verticale sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Mais il y a aussi des super boîtes françaises, il y a des super boîtes européennes qui donnent de l'espoir. Et ces boîtes, elles ne sont pas forcément financées par l'État, donc ce n'est pas de l'argent public. Il y a une quote-part d'argent public au travers de BPI France, du Fonds européen d'investissement, etc. Mais c'est aussi de l'investissement privé. Et donc, dans ces entreprises, évidemment, je pense à Mistral, qui est donc l'équivalent d'un chat GPT américain, mais je pense aussi à Cyperl, qui va permettre de donner à NVIDIA une partie qui va ôter à NVIDIA une partie de son marché pour pouvoir justement investir dans les puces. Et en fait, nous, on a mappé avec France Digital l'ensemble de la chaîne de valeur de l'IA générative. Ça sort jeudi prochain, donc après-demain. Et c'est là où on voit que, par exemple, ASML, dont on parlait ce matin dans la presse, mais ASML, c'est une entreprise des Pays-Bas qui est en monopole sur une partie de la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça veut dire pour autant que ASML, j'imagine que vous ne la connaissez pas, cette entreprise, mais est-ce que ça veut dire que l'Europe est en défaillance totale? Non, on n'est pas des grands champions de l'intelligence artificielle. En revanche, on n'est pas à la ramasse. Et c'est ça, pour moi, ce qui est important. C'est de ne pas prendre davantage de retard qu'on en a. Parce que oui, évidemment, je vois qu'il y a un certain retard. Mais je vois aussi des raisons de croire et d'espérer et de voir qu'en fait, on a aussi plein d'atouts. Nous, l'Europe, nous, la France. Ces atouts, c'est les talents. En fait, quand on voit qu'on a des ingénieurs... Moi, je suis chez France Digital, ça va faire 5 ans. France Digital, on est une association indépendante des pouvoirs publics. Et notre rôle, c'est de représenter les intérêts des startups et des investisseurs. En d'autres termes, nous sommes un lobby. Et donc, nous, on peut expliquer ce qui ne fonctionne pas, afin d'orienter la politique publique en France et en Europe. Et ce que je constate quand même depuis 5 ans, c'est qu'il y a 5 ans, quand on a commencé à faire des réglementations en Europe en vue de réglementer la concurrence, c'est le fameux Digital Markets Act, le DMA, qui est venu et qui est entré en vigueur là, très récemment, pour pouvoir mettre des règles de concurrence sur le marché du numérique, entre Google, sur les usages, dans les App Store, etc. Quand on a expliqué ça au pouvoir public il y a 5 ans, ce qu'il fallait faire avec le DMA, on parlait à des gens qui ne comprenaient pas les enjeux. Il a fallu expliquer des sujets de base comme voilà comment fonctionne un App Store, pourquoi est-ce que les entreprises, les applications ont besoin de passer sur un App Store plutôt que sur un autre outil. On était quasiment, je dirais si je suis un peu sévère, au niveau 0 de la connaissance du marché du numérique. Ça a complètement changé. Là, l'administration, l'autorité de la concurrence, mais aussi la Commission européenne, vient de faire une consultation sur quels sont les problèmes de concurrence dans l'IA générative. C'est-à-dire que là, l'élève a dépassé le maître, complètement. Et c'est hyper intéressant de voir ça, parce que ça veut dire qu'il y a des raisons de comprendre. Et finalement, dans la manière de fonctionner, il n'y a pas uniquement le réflexe réglementation. On ne va pas essayer de faire un dénominateur commun qui soit le plus bas possible pour pouvoir laisser au plus petit la capacité d'arriver sur un marché. L'idée n'est pas celle-là. L'idée, c'est d'accompagner, de réglementer pour mettre des règles qui fonctionnent avec tout le monde, mais aussi d'accompagner au travers de politiques d'innovation, de politiques de financement, de politiques d'achat public, d'achat privé, d'éducation avec des talents, etc. Et donc moi, de mon côté, je suis quand même assez positive sur la capacité de l'Europe à émerger sur des technologies comme l'IA, mais aussi comme le quantique. Et s'il y a un dernier point que je voulais signaler, c'est oui, l'Europe et la France sont excellents pour faire émerger des entreprises. On a des champions dans toutes les catégories, que ce soit de la capture carbone, dans l'hydrogène, etc. On fait émerger. Maintenant, la vraie question, et c'est là où, comment est-ce qu'on passe en Champions League, c'est quand on investit et qu'on passe à l'échelle. Et c'est là, pour moi, le cœur du sujet, et je pense qu'on va pouvoir en revenir dessus. Tout à fait, merci. Alors, j'ai oublié de mentionner au début que vous pouvez poser des questions à tout moment pendant la session avec le hashtag Printemps de l'écho. Donc, n'hésitez pas, on prendra les questions publiques à la fin. Mais je vous laisse réagir les uns aux autres. Oui, je voulais juste réagir là-dessus. Moi, mon point était... Pour le résumer, les grandes entreprises européennes doivent investir plus en R&D et en technologie.
Si on parle de l'écosystème digital, je rejoins beaucoup ce que dit Marianne. Je pense qu'il y a un gros travail qui a été fait dans les 5 à 10 années qui viennent de s'écouler. Donc ça se voit dans le nombre de licornes qu'il y a en Europe et en particulier en France. Sur l'IA, je suis totalement convaincu du fait que, en particulier l'IA générative, on a un capital humain de très très bonne qualité en Europe et en particulier en France, sur le quantique également. On a commencé à investir à l'échelle. Il y a Mistral, mais il y a aussi en Allemagne Aleph Alpha, et il y a un certain nombre d'autres acteurs qui sont en train de se développer. Donc on a une vraie possibilité, c'est l'essence de mon message, on a une vraie possibilité de se replacer, de gagner la course aux technologies de rupture avec les autres zones géographiques. Néanmoins, le niveau d'investissement global doit augmenter et surtout, l'usage de la technologie dans les entreprises qui ne sont pas dans le secteur de la technologie doit augmenter, car c'est dans l'usage, dans les usages de cette technologie qu'on va créer de la valeur pour l'ensemble de l'économie. Alors ça n'a pas manqué, donc je suis évidemment en procès de pessimisme. À nouveau, il ne s'agit pas d'être pessimiste ou optimiste, j'ai entendu, et je suis d'accord avec 95% de ce qu'a dit Marianne notamment, mais le seul mot où je ne suis pas, alors c'est vrai qu'on vient de passer Pâques, mais le côté « je crois », je pense, ne suffit pas. Aujourd'hui, les faits sont têtus. L'Europe a un PIB par habitant 30% inférieur aux États-Unis. Alors ensuite, on dit oui, mais les États-Unis, c'est un système qui ne fonctionne pas très bien. Oui, et ben c'est 50% en dessous de celui de la Suisse. Et c'était à peu près équivalent en l'an 2000. Donc on a quand même un sujet où aujourd'hui, les politiques publiques, et c'est pour ça que c'est tellement intéressant d'être ici au Conseil économique et social, les politiques publiques des dirigeants qui quand même pour la plupart sont encore en poste, n'ont pas fonctionné. Donc on peut soit continuer évidemment à faire et à saupoudrer en général. Je crois qu'il y a plusieurs choses, pour être tout à fait concret, pour trouver des pistes. Un, c'est de ne pas être dans l'illusion. Je veux dire, aujourd'hui, Mistral, je leur souhaite bon courage, mais je crois que c'est 50 personnes. Quand vous parlez avec Arthur Menn, je ne veux pas parler à sa place, mais il vous dit qu'il a des enjeux majeurs de recrutement. Salaire moyen de quelqu'un chez OpenAI, eux, ils sont 770, 950 000 $. 950 000 $, âge moyen 26 ans. Donc on a un problème de talent. Eric parlait de Aleph Alpha. C'est quand même caricatural qu'en France, on a Mistral, et le même jour où Mistral a levé, je crois, 500 millions d'euros, vous aviez Aleph Alpha, le Handelsblatt, qui est un peu l'équivalent des Échos, qui publiait une qui disait Aleph Alpha, la société que toute l'Europe devrait soutenir. Donc, deuxième sujet, l'illusion du marché unique. Je suis sûr que vous avez tous entendu un dirigeant politique national ou européen vous dire à un moment « ce marché unique, cette force que nous avons ». Mais c'est une illusion totale. Il n'existe pas. Dans la cybersécurité, quand vous faites une société de cyber française et que vous allez en Allemagne, vous devez passer par l'agence cyber allemande qui s'appelle le BSI. Quand vous êtes Doctolib, vous allez... Donc il y a une fragmentation qui fait qu'on n'a pas d'échelle continentale. On a le même risque dans la tech partout, mais on n'a pas l'upside, la potentiel de croissance. Et c'est pour ça qu'en France et en Europe, on ne fait pas ces grands paris. Et je pense que notamment vis-à-vis des jeunes générations, ce qu'il faut, ce n'est pas les exciter sur l'IA, le quantique, etc. Tout ça, c'est des outils. Il faut arrêter de parler. Ce qui est, c'est est-ce qu'on peut utiliser ces technologies pour trouver des solutions sur les enjeux environnementaux? Est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour prédire mieux, pour développer des nouveaux matériaux qui ne vont pas être pour remplacer ceux qu'on mine? Est-ce qu'on peut utiliser le quantique pour, ou à nouveau l'IA pour prédire des cancers qui ont quand même doublé depuis 30 ans dans les pays développés? Ça, c'est des sujets où on retrouve où est le projet. On a beaucoup de sujets techniques, voire technocratiques. Et franchement, la stratégie IA, elle excite 1000 personnes en France. Ce qu'il faut, c'est exciter l'ensemble de la population. Et c'est comme ça qu'on aura aussi un consensus pour mettre plus d'argent dans la recherche et le développement. Sinon, on va entretenir une espèce de petite bulle. Et pardon, la seule chose, et Dieu sait qu'Eric est un ami, les licornes. Vous trouvez vraiment que c'est un objectif sociétal que d'avoir des sociétés qui valent 1 milliard d'euros? D'ailleurs, accessoirement, je suis persuadé, je ne suis pas un expert, mais que la moitié des licornes qui existaient en 2022 n'ont plus 1 milliard d'euros de valorisation. En tout cas, certaines non.
enfin, avoir une valorisation. Ce qui compte, c'est l'impact sur la société, à la rigueur, l'impact économique, le retour économique, mais les valorisations. Enfin, je pense qu'on est dans les mauvais critères. Enfin, dernier point, la mise en œuvre. La mise en œuvre. On a eu une pandémie. Au niveau de l'Union européenne, on a créé une agence, parce qu'on avait vu que les Américains avaient eu cette agence d'achat de médicaments qui avait permis ce miracle qu'en 8 mois, on ait un vaccin, la fameuse BARDA. Vous entendez Philippe Aguillon, il en parle en permanence, beaucoup mieux que moi. Ben, on a créé HERA avec 10 milliards d'euros de budget. Ils n'ont été pas capables de faire quelque chose dans la fameuse monkeypox, je ne sais plus, c'était la variole du singe. Donc en fait, on crée des institutions, on les dote avec beaucoup d'argent, mais leur impact, leur agilité n'est pas adaptée à la rapidité. C'est ça que nous, on plaide. Priorisation, agilité dans la mise en œuvre et surtout une capacité d'anticiper, c'est ce que je disais avec l'espace, c'est quoi les sujets de demain, c'est quoi le sujet, c'est quoi le coup d'après dans l'IA, c'est quoi le coup d'après dans le... Il ne faut pas que ça soit aux États-Unis et un tout petit peu en Chine, mais surtout aux États-Unis, que se dessinent les technologies de demain qui vont quand même... définir le monde dans lequel on vit, sinon on aura perdu, pour le coup, toute souveraineté. Ça nous fait une bonne transition. On est déjà rentré dans concrètement qu'est-ce qu'il faudrait faire. Donc c'était un peu ce vers quoi on voulait aller. Au fond, maintenant qu'on a un peu listé, donc en vous écoutant, le déficit d'investissement en innovation, il y a des questions de financement, des questions de méthode, des questions aussi d'investissement dans l'usage. Des questions de compétences avec à la fois des atouts mais des problèmes de rétention et des problèmes de pénurie de compétences à certains endroits, des questions de bureaucratie, des questions de régulation et de concurrence, la question de l'échelle européenne et de la fragmentation du marché unique. Donc face à tout cela, c'est quoi le modèle européen finalement à la fois pour l'innovation et pour l'industrialisation et surtout, selon vous, qu'est-ce qui est prioritaire à la fois au niveau national et au niveau européen? Je peux passer la parole à Sarah également pour réagir si tu veux à ce qui a été dit précédemment. Je crois qu'il faut remettre aussi les choses. On a peut-être oublié de dire que l'Union européenne, sur le plan institutionnel, c'est ni les États-Unis ni la Chine. Et déjà, de se comparer à la Chine et aux États-Unis, c'est un premier défi. Donc on le fait parce qu'on veut comparer des masses équivalentes en termes de population, en termes de richesse par habitant. Mais l'Union européenne, ça a un fonctionnement différent. Donc une partie des regrets qu'on peut avoir sur le dysfonctionnement de certains marchés tiennent au fait que l'Union européenne, c'est une construction spéciale, c'est un objet spécifique. Et dans la perspective des élections européennes, c'est vrai que quelque part, ce qu'on voudrait, c'est plus d'Europe, plus de marchés intégrés. On a un problème d'effet de masse. S'il y a quelque chose qui nous relie sur toutes nos interventions, c'est que c'est bien ça le problème. C'est qu'on est dans des modèles économiques, l'économie numérique, où la masse, l'échelle sont très importantes pour déterminer la compétitivité et la productivité. Donc on a un problème de masse. Et effectivement, si vous n'avez pas un effet de levier énorme qui est celui du marché, de la taille du marché, ben vous partez avec un petit handicap. Donc on a vraiment une question institutionnelle. Ça ne nous empêche pas de voir qu'il y a des choses effectivement positives en Europe qui sont, on l'a dit, surtout le capital humain. Et puis aussi, il y a une espèce de croyance dans le progrès technique en Europe qui est historique et qui est toujours là et qui va nous animer encore demain pour justement investir et continuer d'investir et continuer de guider les politiques publiques. Mais c'est vrai qu'on a un problème de saupoudrage et ce saupoudrage, il vient aussi du fait qu'on multiplie les instances d'intervention. Et puis, c'est vrai que nos entreprises européennes, elles sont partout. Il n'y a pas un domaine technologique dans lequel on ne va pas trouver une petite entreprise européenne, une start-up ou une grande qui est présente. Mais elles ne sont pas forcément dominantes. Donc on est là, on a les moyens, mais effectivement, il faut passer à une échelle supérieure. Alors ta question, Dorothée, c'est quel est notre modèle? Ben justement, c'est un modèle qui est un peu fragmenté. Mais c'est un choix politique. La fragmentation, c'est le choix de nos politiques. On n'est pas dans une Europe fédérale encore. Donc alors on essaie de pallier cette fragmentation par les plans importants d'intérêt européen commun, les PIEC, en essayant de mutualiser les forces de telle manière à avoir un effet de levier. C'est clair qu'on ne peut pas faire de politique industrielle nationale aujourd'hui sans penser la résonance que va avoir la politique en question sur le marché européen. Donc il faut intégrer nos politiques industrielles nationales dans le marché européen. Mais il faut avoir bien conscience que ce marché européen, oui, il n'a pas le niveau d'intégration, que ce soit en termes de marché financier, mais en termes de
régulation. Alors on est super fort en Europe en matière de régulation, mais c'est aussi parce qu'on veut justement conduire à plus d'intégration. Donc il y a un vrai effort législatif et de régulation pour faire pour construire un marché moins fragmenté. Mais c'est vrai qu'on est en marche et on n'est pas encore arrivé à un niveau d'intégration qui est équivalent à celui des États-Unis. Puis le modèle chinois, c'est un autre modèle aussi. Hein. C'est un modèle sociétal qu'on ne veut pas. Je l'affirme, je pense que vous êtes certainement très peu ici à vouloir le modèle chinois. Et le modèle chinois, il a des implications en termes de politique publique qui ne sont pas, pas des voies que prendront, encore pas tout de suite en tout cas, les États membres. Donc notre modèle, il est singulier en Europe. Et c'est dans cette singularité qu'il faut construire notre spécificité tout en respectant aussi nos objectifs sociétaux. Donc il faut penser l'innovation dans un tout également et essayer de progresser. C'est vrai qu'il faut intensifier des efforts, mais il faut quand même ne jamais oublier la singularité du modèle européen et ne pas la sacrifier, cette singularité. Marianne, est-ce que les priorités selon vous? Je suis assez d'accord avec cette vision du modèle européen parce que quand on va se poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut faire émerger l'Europe avec des technologies de rupture, ça va passer aussi par le politique. Ça ne va pas passer que par le politique, c'est-à-dire que le privé a beaucoup à faire, mais ça va passer aussi par le politique, soit par de la réglementation, soit par de l'impulsion de financement, soit par de l'organisation du marché. Et donc c'est vrai que c'est un savant cocktail à réaliser entre à la fois du financement public, du financement privé, de la commande publique, de la commande privée, des compétences et un accès facilité à un marché qui, si possible, unique. Et pour ce qui est de la partie financement, en fait, on peut compter, quand on finance des technologies de rupture, sur différentes sources de financement. Il y a des sources de financement publiques, je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a BPI-France, le Fonds européen d'investissement, il y a toutes les autres banques publiques d'investissement dans les autres États européens. Il n'y en a pas partout. Beaucoup délèguent leurs compétences au Fonds européen d'investissement, mais il y en a. Donc la question, c'est la mobilisation de l'argent privé, de l'argent public, et comment est-ce qu'on crée un effet de levier entre l'un et l'autre. C'est-à-dire que quand on a une start-up et qu'on veut financer une start-up, on va d'abord chercher ses premiers investisseurs. Et c'est les premiers investisseurs, ceux qui vont s'engager en premier, qui vont pouvoir créer un effet de levier, qui vont permettre aux autres investisseurs de se dire, en fait que là peut-être que ça vaut le coup d'y aller, parce que je fais confiance à BPI France ou au fonds d'investissement X pour pouvoir investir dans telle entreprise. Donc il faut créer cet effet de levier. Et il faut créer cette masse, parce qu'aujourd'hui, en France, en Europe, on a beaucoup d'argent pour le développement de l'amorçage, donc c'est le développement au tout début des entreprises. Mais est-ce qu'on a assez d'argent pour financer les gros montants, les plus de 500 millions d'euros, etc. Là, il peut y avoir un peu un trou dans la raquette. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Nous, ce qu'on propose chez France Digital, c'est qu'on puisse mobiliser de l'argent privé assez massivement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des milliards, voire des trillions d'euros qui sont dans l'assurance vie au niveau européen, dans les OPCVM, dans de l'argent privé qui dort et qui n'est pas investi dans l'innovation de rupture. Parce qu'il n'y a pas forcément cette culture du risque. Quand on investit, quand on place son argent en assurance vie, on veut s'assurer que son argent va avoir une certaine rentabilité. Et donc la culture de risque n'est pas naturelle. Ce n'est pas tout à fait adapté au cycle d'investissement dans l'innovation, qui peut être un petit peu plus long qu'un cycle traditionnel. Et donc pour ça, en fait, il faut vraiment massifier, utiliser cet argent et développer cette culture du risque. Parce que comme vous l'expliquiez tout à l'heure, en fait, l'investissement de Microsoft dans OpenAI, finalement, ça fait quoi? Ça fait x1000. Donc finalement, ce risque, on peut aussi perdre, mais on peut gagner. Et quand on gagne beaucoup. Et donc c'est là où, en fait, il faut vraiment développer cette culture du financement en commun pour dérisquer l'investissement. Et enfin, il y a tous ces côtés de commande publique, commande privée, mais j'imagine que vous y reviendrez juste après, ou le cas échange pour y revenir. Peut-être Eric. Oui, je voudrais à la fois donner du crédit à beaucoup de choses qui ont été faites. Par exemple, vous parliez des investissements de rupture. Il y a tout
un mécanisme pour faire en sorte que les grands assureurs puissent flécher un certain nombre de leurs fonds en France vers l'innovation de rupture. C'est tout le processus de loi Tibi qui est particulièrement pertinent. Probablement qu'il faudrait effectivement étendre ça au niveau européen. De l'autre côté, il y a des questions sur comment accélérer. Parce que je crois que ce qui nous occupe aujourd'hui, ce n'est pas l'absence de compétences technologiques en Europe, c'est plutôt comment l'usage et comment le leadership de l'Europe dans les technologies de rupture peut continuer à se développer. Et finalement, ça a été dit, mais je le reprends avec mes mots si vous m'y autorisez. D'abord, la fragmentation des marchés. Aujourd'hui, vous parliez de marché public et de marché privé. Aujourd'hui, il y a 0,2% du total des marchés publics qui sont émis au niveau européen. Ça, c'est un outil économique hyper fort pour faire émerger une industrie de la technologie au niveau européen. Aux États-Unis, c'est 45% des marchés publics qui sont gérés au niveau fédéral. Certes, ce n'est pas du tout le même système, mais peut-être que c'est un outil économique simple, efficace, pour permettre de créer finalement un driver, une incentive à l'échelle pour le marché de la tech en Europe. Ensuite, on est finalement au cœur de la politique industrielle, qui est un vieux mot, mais qui reprend une forte importance dans le monde qui nous occupe, dans le monde volatile qui nous occupe aujourd'hui. Et finalement, dans la question de la politique industrielle européenne, il y a la question de consolidation intra-européenne. Comment fait-on émerger des grands leaders de la technologie en Europe? Probablement que l'IA générative, probablement que le quantique est l'opportunité pour nous, effectivement, de reprendre la main et de faire émerger un certain nombre de grands leaders en Europe. Peut-être qu'il y a aussi des choses à faire du point de vue réglementaire. Peut-être que pour finalement simplifier les différences réglementaires qui existent entre les différents pays européens, il faudrait presque créer, c'est ce que l'on propose dans un de nos rapports, un 28e État européen où les entreprises européennes finalement auraient un traitement réglementaire particulier, plus fluide peut-être. Il y a aussi l'idée, on se le disait, il y a un très fort capital humain en Europe. Pourtant, 22% des doctorants en intelligence artificielle sont produits en Europe, mais 68% restent en Europe. C'est 83% aux États-Unis. Comment retient-on les bons profils en Europe ? Comment fait-on en sorte que sur les profils en tension, on puisse créer un écosystème suffisamment attractif pour les retenir? Ce n'est pas qu'une question de salaire, c'est une question d'écosystème plus global et d'opportunité. Je crois que finalement André a parlé du capital de croissance, de la DARPA, de la BARDA, de tous ces grandes agences américaines qui sont capables d'investir à l'échelle, mais d'une manière aussi extrêmement focalisée sur la recherche-développement à court et moyen terme. Et enfin, j'en terminerai avec le 5e point qui me paraît particulièrement important. On a parlé beaucoup du secteur de la technologie, qui est absolument capital dans cette course finalement entre les différentes grandes régions sur les technologies de rupture. Mais encore une fois, on ne réussira cette bataille que si l'ensemble de l'économie s'élève et que si l'ensemble de l'économie utilise plus les technologies de rupture. Ça suppose de la formation, presque un plan Marshall de la formation, pour que les gens puissent s'approprier aussi les technologies de l'IA, les technologies du quantique, etc. Alors, je pense qu'on va entendre parler d'un plan Marshall. Je vais vous donner un exemple très concret sur l'absence de rapidité. Vous avez Mario Draghi, l'ancien patron de la Banque Centrale Européenne, qui est en ce moment mandaté depuis 6 mois pour faire un rapport sur le marché unique. Ça va arriver dans 3 mois. Devinez ce qu'il va y avoir dans ce rapport, c'est il n'y a pas de marché unique, il faut intégrer plus les marchés d'avenir. L'énergie, la santé, le digital, etc. On le sait tout ça. À nouveau, on fait un rapport et en ce moment, la grande discussion à Bruxelles, c'est oui, mais il y a les élections en juin, la nouvelle commission va être nommée en novembre, donc au mieux, on pourra faire des choses en 2025. Je rappelle qu'en 18 mois, on a vécu une révolution avec l'IA et on le voit. Donc aujourd'hui, on est sur des années de chien, si vous me permettez, c'est-à-dire une année d'aujourd'hui vaut 7 années il y a 10 ou 20 ans. C'est-à-dire on ne peut plus se permettre d'être dans un rythme. J'entends certains commissaires européens dire la démocratie est lente par définition, et c'est là où le sujet est très intéressant, c'est que je pense que c'est une opportunité pour nous, Européens, parce que nous ne voulons pas le projet chinois, absolument, de réinventer la démocratie, c'est-à-dire de la rendre beaucoup plus agile,
ne la laissez peut-être un tout petit peu moins dans le contrôle aujourd'hui des réseaux sociaux, où on est en train de fragmenter, de polariser complètement nos sociétés. Je mets un tout petit peu d'eau froide sur l'enthousiasme que je viens d'entendre. J'aime bien les chiffres. Nvidia vaut aujourd'hui plus que tout le CAC 40. Nvidia vaut aujourd'hui plus que tout le CAC 40. C'est très bien de se dire on est formidable, on a des champions, etc. En ce moment, on est en train de se faire démonter en race campagne. Alors, mon rêve, et ça c'est pour répondre à la question de Dorothée, quel est le modèle ? On est aujourd'hui dans un monde où je vous ai dit, je pense que le vrai sujet, c'est quoi le projet ? Comment est-ce qu'on invente le coup d'après ? Et là, en Europe, on a peut-être, il ne s'agit pas de faire les États-Unis d'Europe, mais ces 27 perspectives différentes, et on le voit à quel point elles sont différentes entre le nord, le sud, l'est et l'ouest, aujourd'hui sont plutôt un sujet où on essaye d'avoir le plus petit commun multiple. Rappel de quelques cours de maths pour la plupart d'entre vous. Comment est-ce qu'on arrive à en faire quelque chose où cette diversité d'approches va nous permettre d'être beaucoup plus percutants dans la capacité d'anticiper les crises. Aujourd'hui, reconnaissons-le, l'Europe est le continent de la surprise stratégique. On est surpris partout, par l'Ukraine, par la Russie, par les métaux, par les terres rares, par les véhicules électriques chinois qui vont déferler en Chine, en Europe, dans les prochains, qui sont en train de déferler. Les usines de batteries qu'on construit qui sont en train d'être complètement outdatées par les nouvelles technologies chinoises. On est le continent de la surprise stratégique. Comment on reprend ça ? Et je pense que là, on a une vraie force. Et l'autre chose, c'est, et ça, probablement Marianne le sait très bien, c'est aujourd'hui, on intègre, on ne fait plus des fusions comme on l'a fait il y a 20 ans. Aujourd'hui, ce qu'on adore, regardez France Travail, on adore changer les logos, fusionner des organisations. On passe 2 ans à savoir qui va être le directeur, qui va être le président, quel va être le nouveau conseil d'administration. Comment est-ce qu'on arrive à faire un écosystème ? On ne va pas fusionner l'ANSSI française sur la cyber et le BSI allemand. Mais est-ce qu'on arrive à les faire travailler de manière comme un écosystème, justement ? On n'a pas besoin de tout fusionner pour faire des méga-sociétés où on sent bien que l'agilité ne sera pas là. Donc ça, c'est mes 2 rêves. Et je vous donne 2 exemples concrets où quand même les projets sont évidents. On parle des semi-conducteurs. Il est où le grand projet européen ou français pour faire des semi-conducteurs qui consomment 1 million de fois moins d'énergie qu'aujourd'hui ? On voit bien qu'aujourd'hui, la trajectoire des data centers, elle est intenable. Le Luxembourg vient de refuser le dernier data center de Google qui consommerait 15% de la consommation énergétique. Vous allez me dire, c'est le Luxembourg, mais quand même. Donc on va avoir un problème d'énergie. C'est une opportunité pour les Européens d'inventer le Nvidia d'après. Aujourd'hui, il n'y a aucun programme là-dedans. On a des petites saupoudrages, etc. Et l'autre chose, les matériaux. On sait bien aujourd'hui que la transition énergétique européenne nous met dans une dépendance par rapport aux métaux et notamment aux capacités de raffinage chinoises bien plus colossale que la dépendance qu'on a eue avec la Russie. Il est où le programme de remplacer les terres rares, les aimants permanents qu'on utilise dans les éoliennes offshore en utilisant de la biologie de synthèse, etc. Zéro vision. C'est ça qu'il faut que vous tous, en juin, vous réfléchissiez quand on va voter pour le Parlement européen. C'est ça vraiment l'enjeu de cette élection. Juste, je rappelle, parce que oui, alors je vois des questions dans la salle, j'allais rappeler que vous pouvez poser des questions avec le hashtag Printemps de l'écho. Alors, juste une réaction rapide, Marianne, et puis on va prendre des questions. Très rapide, juste pour rappeler vraiment qu'on est quand même dans l'Union européenne, qu'il y a 27 pays, 27 personnes, enfin 27 pays dans lesquels il y a des élections nationales et par ailleurs des élections européennes. Qu'on ne peut pas tous... moi j'aime cette vision. Dans l'absolu, je souscris à beaucoup de ce que vous dites aussi, mais en fait, je me vois aussi la réalité terrain. En fait, quand on pose la question des matériaux rares, du coup, on se pose la question de savoir est-ce qu'on peut ouvrir une mine à tel endroit ou à tel autre en France ou ailleurs dans un État. Avoir une vision qui se dit en fait, on va essayer de faire peut-être un 28e État où ce sera plus simple, mais est-ce que les TPE et les PME françaises ou espagnoles peuvent suivre cette digitalisation à marche forcée? En fait, il faut aussi prendre en compte le fait qu'on est dans des sociétés. La Chine, pour moi, c'est quand même pas le modèle de société vers lequel on va. Les États-Unis, on attend de voir en novembre prochain vers où on va, mais dans l'absolu, c'est pas non plus le modèle vers lequel on se dit peut-être qu'ils ont Nvidia et leur valo supérieur à tout le CAC 40, mais en fait, c'est aussi un État dans lequel tout ne fonctionne pas bien, où on peut regarder le côté social, etc., qui fonctionne pas. Donc c'est là où, en tout cas, le rôle de France Digital, c'est de prendre tous les paramètres, à la fois l'ambition,
la vision, l'innovation, etc. Et après de se poser la question dans quelle mesure concrètement c'est possible, où est-ce que effectivement on doit avoir une vision, c'est essentiel, je suis d'accord. Mais en fait, est-ce que cette vision peut être partagée à l'échelle européenne? Ce que je vois, c'est qu'on a quand même des décideurs qui sont assez ouverts. Après, ils doivent régler et faire avec de multiples paramètres qui, effectivement, dépriorisent potentiellement la technologie versus le social, versus l'acceptabilité, versus peut-être la défense, vu qu'on a quand même une guerre à nos frontières. Et donc c'est là où, effectivement, il faut faire avec ces multiples paramètres pour faire une politique acceptable. Oui, quelques réactions à ce que disait André. Juste, c'est vrai que c'est un peu pénible ces rapports, c'est un peu frustrant de voir toutes ces injonctions et puis finalement politiquement, mais en même temps ça fait partie de la démocratie, donc ça met sur le débat public, ça met des évidences sur le débat public et après on dit à nos décideurs, on vous l'avait dit, alors vous faites quoi? On vous l'a dit, ça fait 10 rapports qu'on vous le dit, bon, bah, c'est pas inutile quand même. Et puis par ailleurs sur la surprise stratégique, c'est pas vrai, l'Europe n'est pas plus surprise sur le plan stratégique que n'importe quel autre continent. Parce qu'aujourd'hui, on fait face à une incertitude radicale. Tout le monde a été surpris par la pandémie, tout le monde est surpris par la position de l'Ukraine, les Américains les premiers, la position de la Russie. Mais la différence, et c'est là où je vous rejoins, c'est qu'on a une petite réactivité un peu lente en Europe, mais qui tient à notre modèle européen. Donc on n'est pas plus surpris, mais on réagit avec un peu plus de temps. En revanche, il y a des endroits, non, vous allez réagir, mais il y a des domaines sur lesquels l'Europe a correctement réagi aussi. Elle est encore capable de ça. Le règlement général sur la protection des données, c'est l'Europe. Je pense que tout le monde va suivre. Le Digital Markets Act, c'est l'Europe. Je pense aussi que là, les Américains sont pas loin derrière et on a beaucoup de parallélisme dans la politique de concurrence entre l'Europe et les États-Unis. Et l'IA Act, c'est aussi quelque chose qui, à mon avis, va faire des petits. Alors, on peut regretter qu'il y ait plus de régulation que de réalité de projets industriels en Europe, mais si vous voulez des projets industriels en Europe tels que vous le plaidez, il nous faudra un budget. Et là, on ne l'a pas. Parce que avant qu'on me dise qu'il faut absolument clore, je vais au moins laisser la parole à une ou deux questions du public, monsieur. Merci beaucoup à l'ensemble des intervenants qui nous ont présenté un petit peu la situation et notamment ce contexte concurrentiel entre l'UE et l'international. Non, cette question s'adresse en particulier à M. Hazan. Le gouvernement a eu recours à votre cabinet dans les politiques publiques depuis de nombreuses années, en investissant quand même des sommes assez importantes. Vous en critiquez aujourd'hui le résultat. Alors, pourquoi on en est arrivé à cette situation? Voilà, merci. Alors, d'abord, je ne suis pas en charge du secteur public, donc Pardon ? Je ne suis pas en charge du secteur public, donc je ne suis pas tellement au courant des projets qu'on a fait pour le gouvernement. Je pense que vous reporterez de manière pertinente à d'autres membres du cabinet. Néanmoins, nous ne sommes pas critiques de la politique du gouvernement, ni d'aucune politique gouvernementale, car nous ne faisons pas de politique. Le premier point, je pense qu'il est important, c'est que nous sommes concentrés en particulier dans cette discussion sur finalement ce qui est nécessaire pour que l'Europe puisse accélérer dans la course aux technologies de rupture. Et je crois que ça a été dit à plusieurs reprises. Il y a un retard d'investissement global, il y a un bon capital humain, et il y a finalement une difficulté à transformer ce capital humain et tout un tas de politiques nationales extrêmement pertinentes, pour le coup, dans finalement une course en tête sur les technologies de rupture. Pour autant, il y a plein de bons succès, je crois que Marianne le rappelait, mais moi aussi, je suis plutôt un believer, un croyant du secteur technologique et de ce qu'il fait en ce moment en Europe. Je trouve que c'est extrêmement bluffant à bien des égards.
Mais on est tous bien conscients que pour aller gagner cette course aux technologies de rupture qui s'accélère, je crois que ça a été dit, eh bien, il faut en faire plus. Il faut faire plus d'investissements. Il y a déjà des choses en cours dans plein d'endroits. Il faut faire plus d'investissements au niveau européen. Encore une fois, les marchés publics sont un outil, pas le seul outil. Les agences européennes sont un outil, pas le seul outil. Le secteur privé au sens large est un outil. C'est-à-dire l'adoption par le secteur privé finalement la technologie au sens large va permettre à la fois à notre secteur technologique d'être florissant, mais aussi à l'ensemble de l'économie, à l'ensemble des entreprises, petites et moyennes, pour reprendre ce que disait Marianne, de rentrer dans l'ère de la knowledge ou la learning economy, l'économie de la connaissance dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire que nous y allons. Nous sommes tous en train d'y entrer, c'est-à-dire une ère où on passe d'une économie de service à une économie où le capital humain a encore plus d'importance. Et j'ai appelé de mes voeux un plan Marshall de la requalification de l'éducation. Pourquoi ? Parce que, en fait, pour gérer l'impact de la technologie et des technologies de rupture sur l'ensemble de la société, il faut investir dans les gens. C'est le seul moyen, finalement, pour nous, d'avoir plus de croissance et plus de réussite, et finalement de rattraper les autres régions, probablement, et je crois que ça a été dit aussi, avec nos propres spécificités. L'Europe, c'est là où il y a le moins d'inégalités de revenus, c'est là où il y a le plus d'égalité hommes-femmes, c'est là où l'espérance de vie est la meilleure, c'est là où l'indice de mobilité sociale est le meilleur. On est tous mécontents de l'indice de mobilité sociale européen, mais c'est le meilleur. Et puis c'est là où les habitants émettent plus de 2 fois moins de CO2 que partout ailleurs dans le monde. Donc franchement, le modèle européen, je crois que c'est Sarah qui le disait, c'est pas si mal. Mais il faut qu'on réussisse dans les technologies de rupture avec nos propres atouts. Alors, je vais prendre 2 questions en même temps, une en ligne que je vais lire et madame, et puis ensuite je pense qu'on va devoir conclure. La question en ligne, l'Europe peut-elle vraiment concurrencer le modèle américain et chinois en prenant en compte les facteurs écologiques et environnementaux? Autrement dit, est-ce qu'avec plus de contraintes, l'Europe peut y parvenir? Et peut-être madame, si vous voulez poser votre question. Ah, madame avec le orange. La semaine dernière, au MEDEF, on avait un grand raout franco-allemand et j'ai eu ce plaisir que je vais partager avec vous. Pour la première fois, sur l'estrade, on disait « bon, il faut arrêter, on va travailler ensemble ». Pour la première fois. Hein. On l'aurait fait dès les années 70. Hein, on n'aurait pas fait des trains concurrents, des avions concurrents, des fusées concurrentes. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi. Et moi, je le résumerai un peu en tant qu'anthropologue sous l'angle... on est en train de faire notre deuil de la dernière guerre mondiale. Hein. On était un protectorat américain. On n'est plus un protectorat américain, on prend notre sort en main. Et le modèle de société vers lequel on est en train de se diriger en Europe, on le connaît, vous le connaissez, il est le reflet de notre géologie, de notre climatologie, qui est basée sur la diversité, et la diversité, c'est la richesse. Et la rupture que nous allons faire, c'est qu'il y a 2 géants qui s'affrontent en visant que du gigantisme, et nous sommes dans la diversité. Et ce projet, tous ces jeunes qui nous écoutent, c'est magnifique. Je vous invite à rentrer dedans, vous allez voir, c'est génial. Alors, du coup, est-ce que vous allez, je vais vous demander la prouesse de à la fois répondre à 2 questions et faire un mot de conclusion à peu près 1 minute chacun. Pour moi, il y a... Oui. Question. Juste très rapidement. Alors, ce mot technologie de rupture, est-ce que ça n'est pas une maladie bien française? Et, parce que technologie de rupture, ça s'oppose, si vous voulez, il y a 2 sortes d'innovation, innovation de rupture et innovation incrémentale. Et ça fait bien rigoler. Je vais citer Akio Morita. Akio Morita, c'est l'inventeur du Walkman. Et dans son livre Made in Japan, il se fout de la gueule des Français parce que les Français n'ont jamais été... Justement, les Français sont des spécialistes de l'innovation de rupture. Alors, une innovation de rupture, c'est une innovation qui est très prestigieuse, mais qui ne sert à rien. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a l'innovation de rupture.
laissez-moi terminer. Et puis, alors justement, Akio Morita prend l'exemple historique de la Caravelle, qui était une très belle innovation de rupture avec l'empennage, je dirais, en haut de la queue de l'avion, et puis en fait, mais qui a été un semi-échec commercial, et c'est les Américains qui ont fait une très belle, qui ont rentabilisé cette économie avec le DC-10. Et d'ailleurs, si vous comparez la France et l'Allemagne, l'Allemagne est beaucoup plus efficace économiquement, les Allemands sont beaucoup moins obsédés par les innovations de rupture. Et moi, ça me frappe, je dirais vraiment cette obsession de la technologie de rupture, qui est une obsession qui est typiquement française, et ça fait rigoler les Allemands, ça fait rigoler les Japonais, et ça fait rigoler les Américains, parce que faire des innovations de rupture, justement, ça ne sert à rien. En fait, ce qui est important, c'est des innovations incrémentales. C'est après la recherche et la technologie, il faut passer au développement exploratoire, au développement technologique. Et c'est ça, d'ailleurs, la supériorité des Russes actuellement sur le plan militaire, je suis désolée, mais c'est pas l'innovation de rupture, c'est de l'industrie. Comme on va devoir conclure pour laisser la place à la session suivante, je vais quand même laisser aux intervenants une chance de répondre du coup, de manière très concise. Bon, très rapidement, et pour répondre aussi à la question en ligne, oui, je pense que l'Europe a toute sa part à jouer, et notamment sur la transition environnementale. Quand on voit les investissements qui sont faits sur la capture du carbone, sur l'hydrogène, quand on voit la chance qu'on a en France, en tout cas, d'avoir une énergie quasiment décarbonée avec le nucléaire, c'est sûr que ça nous permet de croire en la possibilité de joindre les deux bouts. Je ne suis pas tech solutionniste dans le sens où je ne pense pas que c'est la technologie qui va nous sauver de la crise climatique. En revanche, on peut avoir des atouts pour atténuer les effets et améliorer la vie des individus. Donc j'y crois. Est-ce qu'il est nécessaire de rappeler à quel point nous sommes tous convaincus de la possibilité pour l'Europe de gagner la course aux technologies de rupture? Je pense que l'Europe, sur pas mal de sujets, l'IA, le quantique, on se le disait, mais bien d'autres technologies, a été soit à l'initiative, soit à l'avant-garde du déploiement de tout un tas de technologies. Donc en fait, il s'agit plutôt, on se le disait, de jouer avec nos forces, et en particulier de retenir le capital humain que nous avons, former les gens, et puis finalement continuer à investir dans cette direction. Moi, je dirais que par rapport à la question qui était en ligne, c'est vrai que l'Europe est ambitieuse. Elle veut effectivement être à la pointe de la technologie, l'agenda 2000. Elle veut aussi avoir des exigences en termes d'environnement très fortes. Donc l'Europe est ambitieuse et c'est aussi toute sa beauté et sa diversité. Et donc il faut relever cette ambition et continuer à en faire un projet, cette ambition. Sur le sujet environnemental, je pense que l'Europe avait tout compris bien avant les autres. Je veux dire, ça fait 40 ans qu'il y a cette conscience environnementale dans tous les pays européens, d'abord en Allemagne, en France, etc. La grande frustration qu'on peut avoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est les Américains, notamment avec leur Inflation Reduction Act, qui sont en train de transformer l'essai et sont en train de construire une industrie environnementale à coup de subventions. Donc je pense que la vision est là. La vraie question pour les Européens, c'est comment est-ce qu'on adapte notre manière de faire de la politique, cette capacité de donner un projet, d'anticiper, de le convertir effectivement en vision industrielle et en laissant une grande agilité. Je pense qu'en fait, c'est le sujet clé, moi, sur lequel j'aimerais que vous gardiez juste une idée, c'est, je pense qu'il faut réinventer la notion entre le public et le privé. Le public ne doit pas être une machine à subvention ou à financement. Elle doit être là, le public doit être en fait ceux où on fait nation et où on donne une perspective de ce qu'on veut faire ensemble, quel est le projet collectif. Aujourd'hui, très franchement, dans la plupart des sociétés européennes, je ne sais plus où est le projet collectif. D'où l'émergence de la nature à horreur du vide, des extrêmes qui offrent en fait des solutions alternatives simples, voire simplistes. Et la deuxième chose, c'est de la mise en œuvre. C'est-à-dire on ne peut plus considérer aujourd'hui que la démocratie est lente. Il faut qu'on trouve une manière, avec la participation, avec les outils digitaux. Il faut que ça ne soit pas juste les Chinois qui utilisent le digital pour surveiller leur société. Comment on utilise les nouveaux outils pour en fait impliquer tout le monde dans des décisions qu'on prend pour être sûr que ces décisions soient soutenues. Donc, je crois que c'est un vrai projet politique, la technologie, en fait. Ouais, merci beaucoup à tous les quatre et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Bonne journée.